Bonjour à tous, donc vidéo pour faire un point sur le cours chapitre 4 des modalités d'action face au réchauffement climatique, surtout la deuxième partie du cours qui a été faite par une partie des groupes et pas par l'autre à cause des mesures de confinement. Donc pour alléger les séances de classe virtuelle, vu que on ne se voit qu'assez peu et que du coup la semaine prochaine, pour pas faire trop de classe virtuelle, je vous fais ce cours comme ça, que vous regardez quand vous pouvez, et on se retrouve à la rentrée en classe entière en virtuel pour faire les exercices d'application sur le cours. Donc rapidement, on avait vu que le réchauffement climatique pose un problème au XXe siècle, c'est la pollution de l'homme, qu'il fallait donc revoir nos modalités de développement, puisqu'on a des grands enjeux sur la biodiversité, etc. Et que donc il y a 4 secteurs majoritaires qui polluent et qu'il faut essayer de régler, en tout cas en partie, pour pouvoir limiter notre impact climatique. On avait eu le secteur de l'énergie qui est polluant parce qu'on utilise les énergies fossiles et parce qu'on la gâche à cause de l'éclairage nocturne et des pertes thermiques. Il faudrait donc favoriser les ressources renouvelables. Malheureusement, on est encore beaucoup sur les ressources fossiles. Vous voyez les 3 premières là qui sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel qui sont encore majoritairement exploités à échelle mondiale. Donc il faut passer aux énergies renouvelables qui en plus coûtent de moins en moins cher et donc qui serait possible de développer. Trouver des sources de stockage de carbone, soit de manière technique, soit de manière naturelle. Et économiser l'énergie en isolant les maisons, en trouvant des solutions pour recycler les pertes de chaleur, par exemple pour le chauffage, et utiliser des matériaux plus vertueux et économiser l'énergie d'éclairage en éclairant moins la nuit, en particulier tous les éclairages qui ne servent à rien. Au niveau individuel, voilà, 2 choses qui sont vraiment sensiblement efficaces. Baisser la température d'1 degré l'hiver pour se chauffer, 19 au lieu de 20, c'est 7 à 10% d'énergie en moins. Et acheter des multiprises pour couper tous les appareils en veille qui continuent à consommer. Et ensuite, toutes les mesures de bon sens sont bonnes à prendre pour économiser de l'énergie. Voilà, on économise à la fois de l'énergie et des sous, puisque toutes ces économies d'énergie, on paye l'énergie, donc toutes ces économies sont aussi des économies financières. Voilà, deuxième problème, l'agriculture, la façon de produire et de consommer la nourriture. Donc l'agriculture, depuis les années 60, 1960, c'est un modèle intensif. On produit beaucoup de nourriture peu chère, avec plein de problèmes. Rappelez-vous, on utilise des engrais, de l'irrigation, beaucoup de pétrochimie pour faire des pesticides qui tuent les ravageurs, les insectes non désirables, et des herbicides pour tuer les mauvaises herbes, ainsi que des engrais chimiques pour faire pousser les plantes. Et on concentre les élevages, le tout dans une agriculture mondialisée où on a des flux de nourriture. Donc on peut avoir des tomates par exemple qui viennent de Chine, on peut avoir du soja qui vient du Brésil, etc. Et donc il faut le transporter. Tout ça c'est donc polluant et ça génère donc des problèmes d'une agriculture qui n'est plus durable. En plus cette agriculture elle a tendance à prendre de plus en plus de place, donc elle est responsable de la déforestation. Elle est dangereuse puisque les pesticides sont des cancérigènes qui donc sur la santé à long terme, puisqu'ils s'accumulent dans nos tissus sans jamais disparaître, peuvent produire des cancers et perturbent la fertilité des hommes en particulier. Et sur la biodiversité, elle tue l'ensemble des insectes de l'environnement, puis des bêtes aussi en général, des animaux. Et ça du coup, ça supprime non seulement ceux qui ravagent, qui mangent les cultures, mais aussi tous ceux qui rendent des services. Les insectes pollinisateurs, les insectes qui peuvent recomposer le sol, tous les décomposeurs. Ça va aussi tuer les insectes qui tuent naturellement les ravageurs. Par exemple les coccinelles qui mangeraient des pucerons, elles se font tuer et donc du coup on est obligé d'utiliser encore plus de pesticides. Voilà, les engrais provoquent des marées vertes, donc pollution des nappes phréatiques puis de la mer qui fait pousser des algues dans la mer au lieu de faire pousser des plantes dans les champs. Les sols s'épuisent dans cette agriculture intensive et le bien-être animal est complètement ignoré puisqu'on concentre les animaux dans des conditions d'élevage et de fin de vie dans les abattoirs qui sont complètement très difficiles à supporter si vous n'avez jamais vu ça.
regardez, il y a des reportages, c'est vraiment des conditions animales de bien-être très très limitées. Voilà. Autre problème, le problème de la consommation. Donc dans les pays, en particulier les pays occidentaux, mais les pays en voie de développement ou qui se développent commencent à avoir le même problème. On mange beaucoup trop de viande et la viande en fait est beaucoup plus polluante. Elle nécessite beaucoup plus de surface, d'eau et elle pollue beaucoup plus en carbone, d'autant plus que les animaux produits sont gros. Donc le pire c'est la viande rouge, le bœuf. Et puis on a des intermédiaires, hein, le porc, la volaille c'est un peu moins polluant, mais c'est quand même beaucoup plus polluant que tout ce qui est végétal. Donc on a un rapport qui est pratiquement de 200 à 400 fois moins polluant quand on mange du végétal que quand on mange de l'animal. Et donc nos régimes alimentaires en Occident, ils sont beaucoup trop riches en viande, hein, ce qui pollue énormément plus que un régime beaucoup plus pauvre en viande, par exemple en Afrique ou en Inde, qui sont des régimes où il y a beaucoup moins de viande et beaucoup plus de produits végétaux, donc qui sont soutenables. Sachez juste qu'à échelle mondiale, hein, le régime européen, il a un impact écologique de 3 planètes et demie, c'est-à-dire que si chaque être humain mangeait comme nous, il faudrait trouver 2 planètes et demie en plus pour pouvoir avoir la place et les ressources pour produire de la viande pour que tout le monde mange autant de viande que nous. Donc c'est un régime qui est très polluant et qui n'est pas soutenable. D'autant qu'en fait, quand on combine ce régime riche en viande à tout ce qu'on mange par ailleurs dans nos pays occidentaux, c'est-à-dire des produits ultra transformés, très riches en sucre et puis en additifs, en conservateurs, en colorants, etc., et on se rend compte qu'il n'est pas bon pour la santé à terme, puisque dans les pays où on pratique l'agriculture intensive et on a beaucoup de nourriture, on se retrouve avec des cas d'AVC, d'obésité, de diabète de type 2 de plus en plus fréquents et de plus en plus précoces. Voilà, et dernier problème de l'alimentation, c'est qu'elle est très polluante et qu'on la gâche. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette façon de produire polluante, en fait, on se rend compte que 50% de ce qu'on produit, un tiers à 50%, finit directement à la poubelle. La moitié à cause des processus de transformation et de distribution. Et l'autre moitié, c'est les consommateurs, c'est nous en fait, quand on range les courses dans le frigo, etc. Et on en perd. Hein. Donc, évidemment, ça c'est un gros problème. Bien, alors que faire du coup pour limiter l'impact? Donc au niveau des producteurs, déjà, c'est cette diapositive là, il faut passer d'une agriculture intensive qui est en général de la monoculture, on fait un seul type de production, soit végétale, ça permet au moins de nourrir pas mal de monde, soit animale, mais dans ces cas on peut nourrir assez peu de monde et en plus c'est très polluant, à quelque chose de plus durable. Donc il y a plusieurs modèles, il y a l'agriculture raisonnée et puis il y a un modèle qui est encore plus vertueux, c'est l'agriculture intensive, l'agriculture biologique justement, qui s'oppose à l'agriculture intensive. Donc ces modèles, le principe c'est quoi? Le principe donc c'est déjà de limiter tous les produits chimiques qu'on utilise, donc tous les carburants et tous les pesticides herbicides. Donc ça permet du coup de moins polluer et on peut le remplacer en préservant la nature, ce qui permet de restaurer des services des écosystèmes. Par exemple, on peut, en mettant des petites haies ou en préservant les zones naturelles autour des champs, retrouver les prédateurs naturels, les coccinelles qui mangent les pucerons, les petites guêpes qui tuent les larves de chenilles, ce qui évite de mettre des pesticides pour tuer les animaux, puisqu'en fait on a des animaux qui nous rendent ces services. Et pareil pour le sol, au lieu de mettre plein d'engrais, on préserve le sol en préservant les vers de terre, la faune du sol qui reminéralise la matière et qui du coup réenrichit les sols. Donc il faut accepter aussi que les sols soient moins exploités, donc produire un peu moins, mais du coup avoir des terres en meilleure santé. Pareil, dans cette même logique, on va chercher les optimums et pas le maximum de production. C'est-à-dire qu'en fait, en dépensant moins dans les engrais, en dépensant moins en énergie de machines, en dépensant moins, par exemple, en cultivant son champ, mais en laissant des bandes d'herbes avec des fleurs sauvages tout autour,
et ben en fait on se retrouve, évidemment on produit moins, on gagne un peu moins d'argent, mais comme on investit moins, on se retrouve avec un optimum et un coût qui est identique et une rentabilité identique, tout en consommant moins de choses polluantes. Donc voilà, c'est la différence un peu entre la production maximum et puis un truc plus raisonné, hein, de rapport entre production et investissement. Est-ce que ça me rapporte financièrement à terme? Et c'est pas forcément quand je produis le plus que je gagne le plus d'argent. Hein. Il y a quelque chose à faire entre cette production maximale et cette optimale, qui est la chose la plus raisonnée possible. Il y a aussi donc tout ce qui est produire local, produire de saison, qui sont des choses qui permettent de limiter la production, qui évitent les importations, donc de faire voyager la nourriture, et éviter de produire trop de viande rouge et de manière trop industrielle. Donc ça, c'est tout l'aspect producteur, limiter cette production intensive. Pour l'aspect consommateur, alors évidemment, le premier truc, c'est de consommer des produits vertueux, donc des produits plutôt d'agriculture locale et de saison, donc essayer de manger les fruits et les légumes de saison, et pas ceux qui sont produits à l'autre bout du monde parce qu'il fait beau dans l'autre hémisphère. Il faut essayer de manger des produits bruts, moins de viande rouge et moins de produits ultra transformés, ce qui est meilleur pour la santé et pour l'environnement. En particulier, manger moins de protéines animales et moins de protéines de viande rouge, ça permet vraiment d'avoir un impact très important. Hein. On a pratiquement un levier où on peut réduire de 5 fois son impact climatique en réduisant la viande rouge et par exemple en consommant, si on ne peut pas s'en passer, moins souvent, hein, passer à tous les repas à une fois tous les 2 jours, toutes les semaines, mais de bonne qualité. Du coup, on va mettre un peu plus d'argent, mais moins souvent, et ça sera meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement, meilleur au goût et meilleur pour les bêtes qui vivront et seront élevées dans des conditions décentes. Voilà, et puis donc meilleur pour la santé, j'ai dû le dire, mais voilà, vraiment on se rend compte qu'on mange beaucoup trop calorique et beaucoup trop de viande rouge et beaucoup trop transformée dans nos pays occidentaux, donc c'est même pas bon pour la santé. C'est évidemment, ça fait plaisir, hein, c'est pour ça qu'on va souvent dans les fast-foods, en tout cas ça donne envie, mais dans une perspective à long terme de santé et d'environnement, c'est vraiment à limiter tout ça. Voilà, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est privilégier donc des circuits de distribution plus courts qu'avec des intermédiaires comme les grands supermarchés, puisque les grands supermarchés, ce qu'ils font, c'est qu'ils négocient avec tout le pouvoir qu'ils ont auprès des producteurs les prix les moins coûteux possibles. Donc les producteurs, les agriculteurs, en fait, ils gagnent assez peu d'argent sur leur production, ce qui les incite à faire des choses à bas coût. Et du coup, les intermédiaires, les supermarchés se prennent une marge assez forte sur les produits. Donc on peut se dispenser de ces marges-là, ce qui est du gagnant pour les producteurs et du gagnant pour les consommateurs, soit en achetant directement chez les agriculteurs, il y en a qui proposent ça, et même en Ile-de-France, hein, il y a des agriculteurs qui font de la vente directe, soit dans toutes les villes maintenant, il y a des associations donc qui ne prennent pas de bénéfices, qui s'appellent des AMAP, et qui permettent de distribuer des produits, alors parfois bio, parfois plutôt dans l'agriculture locale, mais en tout cas qui permettent donc de distribuer et d'avoir une meilleure rémunération pour les producteurs et un coût qui ne soit pas exorbitant pour les consommateurs qui veulent acheter par exemple des produits bio de bonne qualité, etc. Donc contrairement aux idées reçues d'ailleurs, même si vous faites vos courses en supermarché, quand on achète bio, ça ne coûte pas plus cher si on change l'alimentation, si on est vraiment dans la logique du bio, qu'un panier standard. Puisqu'en fait, les paniers standards, quand on va acheter beaucoup de viande industrielle, beaucoup de produits industriels avec des sodas, etc., ça coûte relativement cher. Tandis que si on accepte d'acheter moins de viande, plus de produits bruts, des fruits, des légumes, etc., qu'on va cuisiner, ce qui permettra de voir ce qu'on met dedans, hein, de ne pas avoir d'additifs, de ne pas avoir de produits chimiques en plus, on se retrouve avec des prix relativement équivalents. Vous avez ici une étude qui a été faite par le WWF, qui est une association de préservation de l'environnement, qui montre qu'en fait, quand on adopte l'esprit
de la biologie et de la vertu de bien manger et de respecter l'environnement, ça coûte pas forcément plus cher. Voilà, et de toute manière, il faut se méfier du bas coût, puisqu'en fait, depuis les années 60, les budgets dans les foyers consacrés à l'alimentation, c'est les seuls qui ont diminué énormément, de plus de 30% dans les années 60 à aujourd'hui un peu plus de 15%. Ça veut dire qu'on met 2 fois moins en proportion d'argent dans l'alimentation qu'il y a 60 ans, ce qui pose des problèmes, puisqu'évidemment l'alimentation elle a quand même un coût à produire, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des marges sur la qualité, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut accepter de mettre de l'argent pour bien s'alimenter. C'est quand même le premier des médicaments, comme disait Aristote, l'alimentation. Et il y a des études qui montrent que plus malheureusement les aliments sont à bas coût, et moins ils sont de bonne qualité, et plus ils sont dangereux même pour la santé. Ils sont en général bourrés d'additifs, de sucre ajouté, de sel ajouté, et ils sont très transformés, c'est-à-dire que vous vend en fait des recompositions de cartilage, de choses qui n'ont rien de naturel et qui n'ont rien d'alimentaire, dans des préparations qui du coup peuvent se permettre de pas coûter cher, puisqu'en fait il y a très peu d'aliments bons dedans, quoi. Donc voilà, attention au bas coût. Et ça rejoint ce que je vous disais sur la viande, hein. Les prix des denrées alimentaires, ils ont tendance à augmenter modestement, sauf la viande qui augmente beaucoup dans le budget des ménages. Donc voilà, ça c'est le gros problème depuis les années 60, hein, c'est l'ultra consommation de viande dans les foyers, qui n'est bonne pour à aucun niveau, à part pour notre plaisir et nos habitudes à très court terme. Mais c'est ni bon pour l'environnement, ni bon pour le budget, ni bon pour la santé à long terme. Dernier levier, c'est le gâchis, hein. Éviter tous les gâchis à tout niveau. Donc ça va d'accepter d'acheter des fruits qui sont pas beaux, hein, puisque le fait que les fruits mal formés soient pas choisis par les consommateurs, ça incite les producteurs à les jeter directement. Donc les fruits qui sont un peu difformes sont tout à fait bons et mangeables. Il faut qu'on change nos mentalités, hein, qu'on ne soit pas habitué toujours à avoir une pomme toute ronde, toute belle, toute brillante. Ça évidemment, ça veut dire quand elles sont trop calibrées, qu'elles sont très travaillées ou qu'elles sont très triées en amont. Voilà, évitez de jeter les déchets. Donc l'avantage si vous achetez bio, c'est que vous pouvez cuisiner vraiment plusieurs fois les aliments, hein. Avec les épluchures, on peut faire des chips par exemple. Vous ne pouvez pas faire ça en conventionnel, ou vaut mieux éviter, puisque vous vous rappelez qu'il y a plein de pesticides dans les pots, etc. Par contre, en bio, vous pouvez tout à fait réutiliser les épluchures pour faire des chips, des potages. Vous pouvez faire avec les graines qu'on ne mange pas dans les cucurbitacées, dans les courges, etc. On peut les griller et en faire des graines à manger en apéritif, par exemple. Donc en fait, ça se réutilise jusqu'au bout, hein, les produits bio bruts, d'où le gain d'argent en fait qu'on peut avoir. Bien gérer ses courses. Alors bien gérer ses courses, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas aller dans un supermarché comme ça et se dire bon, je fais mes courses, mais faire des listes à l'avance de ce dont on a besoin. Ça permet d'éviter d'avoir les achats impulsifs, en particulier quand on a faim. Si vous faites les courses juste avant le repas, votre cerveau il va vous inciter à acheter des produits très caloriques, gras, sucrés, transformés, rapides à manger, et c'est ce qu'il faut essayer d'éviter de faire. Voilà. Donc faire sa liste, anticiper, faire ses courses quand on n'a pas faim, et quand vous arrivez chez vous, bien ranger ses courses en fonction des dates pour pas mettre les produits périssables trop loin pour les oublier et puis les jeter. Pareil sur vos fruits et vos légumes qui se perdent parce qu'ils sont attaqués par exemple par des moisissures. Il faut isoler les fruits moisis pour pas qu'ils contaminent tout le reste, et donc ça permet d'éviter de gâcher. Et éventuellement, quand on a un peu de perte, on peut faire du compost. Si vous avez un petit jardin, vous mettez ça au fond, ça se dégrade naturellement, hein, et ensuite vous avez de la terre pour remettre sur votre potager si vous avez un petit potager, ou pour remettre dans la terre. Et sinon, dans les villes maintenant, il y a de plus en plus de bacs de collecte des déchets alimentaires. Ça évite que ça finisse brûlé, et ça permet de renouveler le sol, par exemple dans les champs, hein.
hein, pour que les terres ne s'affaiblissent pas. Voilà. Donc c'est tout pour l'alimentation. Avant-dernier secteur polluant, c'est le secteur de l'industrie, qui est responsable de 20% des gaz à effet de serre. Cette industrie, c'est tout ce qui est produit de consommation usuelle, donc nos téléphones, nos voitures, nos vêtements, notre électroménager, enfin tous les objets qu'on a dans notre quotidien. Il faut qu'ils soient produits, fabriqués, hein, qu'ils soient transportés, souvent il y a du packaging, c'est-à-dire qu'ils vont être emballés, on les consomme, et puis quand ils sont en fin de vie, ils sont cassés, il faut gérer les déchets. À chacune de ces étapes-là, en fait, il y a de la pollution. D'autant qu'en fait, les produits usuels qu'on utilise sont souvent produits par des grandes firmes de production, des grandes industries qui n'ont pas grand chose à faire des droits environnementaux. Donc il y a beaucoup de pollution et souvent de pollution illégale, hein, même par rapport aux normes des pays. Et on ne parle même pas de la violation des droits humains, hein. Tous les grands groupes industriels qui produisent des vêtements, qui produisent des téléphones, etc., ont souvent des scandales de travail des enfants, voilà, de mauvaise rémunération des ouvriers, de politiques de délocalisation, de fermeture d'usines pour les exporter vers là où ça coûte le moins cher, etc. Donc des pratiques peu scrupuleuses. Donc pour vous donner des exemples, hein, de ces pratiques peu scrupuleuses de l'industrie en général, par exemple on peut parler d'obsolescence programmée. C'est quoi l'obsolescence programmée? C'est qu'en fait les industries, dans une idéologie consumériste, c'est-à-dire que pour elles il faut que vous achetiez très souvent leurs objets, et ben elles ont payé des ingénieurs qui inventent des appareils qui s'arrêtent de fonctionner plus tôt. Et c'est pas parce qu'ils sont mal conçus, c'est parce qu'ils sont conçus exprès pour tomber en panne. C'est ça l'obsolescence programmée. Vos petits téléphones portables, par exemple, nos petits téléphones portables, ils durent de moins en moins longtemps puisque les ingénieurs arrivent à trouver des systèmes pour que, après un certain nombre de mises à jour, après voilà, ils ralentissent, ils dysfonctionnent, ils bug, on appelle, on n'entend plus le son, on ne nous entend plus parler, etc. Et ça, c'est fait exprès. Voilà, il y a eu des scandales, par exemple, qui touchent le groupe Apple, mais bon, ce n'est qu'une question, qu'un exemple parmi tous les autres groupes qui font tous pareil, d'obsolescence programmée, puisqu'ils avaient consciemment leur système d'exploitation, ils l'avaient programmé pour qu'au bout de tant de mises à jour, ça marche pratiquement plus, quoi. Donc on ne pouvait plus utiliser leur téléphone. Voilà, il y a d'autres types d'obsolescence programmée, c'est l'obsolescence programmée stylistique, hein, c'est tout le domaine de la mode. D'ailleurs, les téléphones font ça aussi, hein, c'est dès qu'on est un peu dépassé, qu'on a l'avant-dernier modèle plutôt que le dernier modèle, on est has-been, hein, on est plus dans le coup, donc on nous incite à racheter. Pareil, dans la mode vestimentaire, évidemment, il y a des modes qui sont renouvelés tous les ans, qui nous incitent à racheter des vêtements. C'est vraiment l'idéologie consumériste et elle est appuyée évidemment par des campagnes de publicité abondantes qui suscitent le désir, hein, du consommateur. Voilà. Donc évidemment ces systèmes idéologiques d'achat compulsif et sans cesse renouvelés, puisqu'en fait voilà, c'est l'acte d'achat qui est valorisé. Ils sont pas très épanouissants, ils sont même, on peut le dire, avilissants. Ils sont souvent en plus ciblés vers les enfants. Et évidemment, toute cette production, elle est très polluante. Vous avez par exemple dans le secteur du vêtement, des pollutions qui concernent les ressources en eau. Et vous avez par exemple, hein, ici, le nombre de litres d'eau qu'il faut pour fabriquer un t-shirt, qu'il faut pour fabriquer un jean, très coûteux vis-à-vis de la coloration en particulier, et toute la pollution qu'il faut que ça nécessite, parce que les vêtements en général maintenant ils sont produits en Chine et ils sont exportés partout dans le monde en avion ou en bateau, et ça dégage énormément de pollution. Tout ça dans un contexte où en plus on se rend compte quand on fait des sondages que 70% de la garde-robe d'un Français, hein, dans nos armoires, n'est jamais portée ou est portée très occasionnellement. En fait, on porte 30% de nos habits qu'on possède.
Et comme on achète en plus des vêtements souvent qui peuvent être de qualité médiocre, et ben on jette, ou alors parce qu'on a envie de renouveler, on jette pas mal de vêtements par an. Quand on connaît le coût de la écologique de la production de vêtements, tout ce gaspillage paraît quand même insensé. Donc que faire face à tout ça? Donc les pistes d'action face aux producteurs, elles peuvent être la législation, les États peuvent réglementer les pratiques. Alors normalement il y a les droits de l'homme qui interdit le travail des enfants partout dans le monde, voilà, donc ça c'est le travail des systèmes judiciaires des pays, de bien s'assurer que les grands groupes ne font pas de choses illégales. Puis après des incitations, on peut les inciter à rester avec leurs usines plutôt dans les pays où elles sont déjà que d'aller vers toujours le moins cher. Il y a la législation qui peut obliger les groupes à mettre des étiquettes environnementales sur les produits qu'ils produisent. Donc est-ce que c'est des produits vertueux ou coûteux pour l'environnement? Maintenant en France, il y a pour l'électroménager par exemple des réglementations qui obligent à donner l'indice de réparabilité, c'est-à-dire pendant combien de temps je peux réparer mon objet s'il tombe en panne, et est-ce que les pièces pour le réparer sont disponibles. Parce qu'évidemment, si on achète toujours le moins cher, c'est bien, mais si ça tombe en panne juste après la garantie au bout de 2 ans et 1 jour, on est obligé de racheter l'appareil. Et en fait, si on prend sur 10 ans, acheter 3 lave-vaisselle sur 10 ans, c'est plus cher que d'acheter un lave-vaisselle plus coûteux au départ, mais qui dure plus longtemps ou qui est réparable. Donc ça, c'est bien que le consommateur soit au courant de ce qui est possible de faire, pour qu'il fasse des choix, en tout cas en connaissance de cause. On peut imposer des produits réutilisables, ça c'est tout le problème des sacs plastiques par exemple, dans les supermarchés qui ont été interdits, puisqu'il y a une pollution énorme, et donc maintenant vous savez il y a des sacs qu'on réutilise, c'est beaucoup plus écologique. C'est un peu aussi la même idée que les produits de l'alimentation, plus c'est local, plus c'est produit local, mieux c'est aussi, par rapport au voyage des objets qui ne sont pas faits. Bon, après maintenant dans une économie mondialisée, il faut qu'il y ait quand même du transit, donc réfléchir à ce qu'il ne faut pas réindustrialiser certains secteurs. Voilà. Ensuite, vous, en tant que consommateur, vous pouvez vous poser des questions quand même avant d'acheter. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce produit, si votre téléphone il fonctionne encore, même si voilà, c'est pas le dernier modèle, est-ce que c'est vraiment judicieux de le changer? Est-ce que vous pouvez pas continuer à l'utiliser encore un peu, ne serait-ce que quelques mois, c'est toujours quelques mois de gagner, ça évite du coup d'en produire trop à échelle mondiale. Est-ce que vraiment vous avez besoin de racheter vos vêtements? Tous ces actes d'achat un peu compulsifs, un peu frénétiques, ils sont gratifiants à court terme, ça c'est des mécanismes psychologiques dans notre cerveau, ça nous fait nous sentir bien d'aller faire du shopping, mais ce qui nous fait nous sentir bien, c'est vraiment l'acte de posséder du nouveau. Et donc cet acte de posséder du nouveau, vous voyez bien que ce n'est pas les objets que vous achetez qui sont en fait vraiment source de plaisir, c'est en fait le fait de posséder de nouveaux objets. C'est une course sans fin. Donc finalement, si on n'arrive pas à se contraindre, à se modérer, on va toujours accumuler des produits qui polluent et qui ne nous servent pas vraiment. Donc le besoin, c'est vraiment quelque chose qui doit nous guider dans nos actes d'achat. Et du coup, avoir des achats vraiment raisonnables dans le temps. Ne pas se précipiter à acheter des choses, mais bien réfléchir avant de faire l'acte d'achat. Bien réfléchir aussi sur quel modèle j'achète quand j'achète quelque chose. Pas forcément avoir toujours en tête le plaisir de l'écran le plus grand, par exemple si j'achète un téléviseur, puisque c'est aussi le plus coûteux en termes environnementaux, mais est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire au niveau environnemental, même au niveau financier, pour faire mon achat? Est-ce que je dois forcément acheter ce produit, Est-ce que je ne peux pas le partager? Est-ce que je ne peux pas le fabriquer? Est-ce que je peux... Alors une voiture, on est d'accord, on ne peut pas la fabriquer, mais on peut la partager, on peut faire du covoiturage. Et est-ce que je ne peux pas l'acheter d'occasion aussi? C'est toujours un produit qui n'est pas à construire et du coup ça limite la pollution d'acheter d'occasion. Voilà. Donc une autre façon, c'est ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que je n'ai pas déjà ce produit? Est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que je peux le faire moi-même? Est-ce que je peux l'emprunter
plutôt que de l'acheter. Par exemple, il y a plein de films, de livres qui sont disponibles dans les médiathèques. On peut les emprunter et les rendre. Voilà. Ou avec vos amis, si on a besoin d'une perceuse par exemple, ou on n'a pas besoin de tous posséder une perceuse à la maison. Voilà, on utilise 2 fois par an, ben, on peut se les prêter. L'occasion, et puis évidemment les droits de l'homme et de l'environnement, c'est toujours bien qu'un produit il est respecté dans ce processus de fabrication, ces droits-là, et donc le moins cher évidemment, ça a un coût autre que le coût financier. Le moins cher, ça a toujours un coût soit environnemental, soit humain, soit les deux. Voilà. Donc il y a même des courants minimalistes qui réfléchissent à posséder le moins d'objets possible, se libérer un peu de ce matérialisme ultra-consumérisme, puisqu'en fait on est dans des processus sans fin d'accumulation qui sont pas très épanouissants et qui sont surtout très polluants. Donc voilà, essayer de modérer cette ultra-consommation dans laquelle on nous incite, on est aussi prisonnier de modèles comme ça, mais essayer justement de lutter modestement pour avoir une vision utilitariste de la consommation et pas consumériste, pas consommer pour consommer et pour polluer du coup. Voilà. Dernier secteur, je vais être bref, c'est le secteur des transports. Donc le transport, il va être très polluant, d'autant plus qu'il utilise des carburants et d'autant plus qu'il y a peu de personnes dans ce transport. Donc ici c'est l'exemple d'un aller-retour Paris-Genève. Donc en avion, c'est ce qui est le plus polluant par personne, parce que l'avion c'est une technologie très très polluante, les réacteurs, etc. À part si vous faites le trajet aller-retour tout seul dans votre voiture, ça c'est encore plus polluant. Donc voilà, une des pistes de solution du coup, c'est quand on prend la voiture, de partager, de faire du covoiturage et de remplir la voiture. Là du coup on retombe à des niveaux de pollution qui sont importants, mais qui sont quand même moins importants que si on est tout seul dans sa voiture. Voilà, et du coup il faut privilégier tout ce qui est collectif et doux. L'autocar c'est moins polluant, mais c'est encore mieux de prendre le train, le tram, le métro, tout ce qui est électrique pollue beaucoup moins en termes de transport. Et évidemment, alors sur un Paris-Genève, il faut être courageux, il faut avoir du temps, mais sur des petits trajets quotidiens, privilégier le vélo, la marche à pied, c'est bien plus vertueux que de prendre voilà, la voiture pour aller faire ses courses à 10 minutes de chez soi, ou le bus pour aller au lycée, quoi. Si on peut prendre le tram ou même aller à pied sur un petit trajet, bah c'est mieux en termes d'environnement, puis c'est mieux en termes de santé, puisqu'on nous conseille de faire un peu d'activité physique, ce qui est assez difficile en ce moment où tous les lieux d'activité sont fermés. Et donc faire ces trajets quotidiens à pied, c'est une façon de préserver l'environnement et votre santé. Voilà, donc pour conclure, l'idée des pistes pour limiter le réchauffement climatique, c'est beaucoup au niveau individuel en tout cas, mais même au niveau des sociétés, essayer de gagner en sobriété, d'arrêter d'être ultra consommateur du point de vue des énergies, mais aussi du point de vue de tout. Et plus on arrive à être dans la juste consommation, et plus c'est vertueux en termes d'environnement. Évidemment, limiter les gaspillages à tout niveau, il y a énormément de gaspillage. Donc ça, c'est des pistes d'amélioration qui sont évidentes. Sur tous les biens de consommation, consommer utile, local, durable et recyclable, si on veut limiter son impact sur le climat, sur le réchauffement climatique, prendre soin de l'environnement et des êtres vivants autour de nous, vraiment ça, arrêter de penser qu'on a une terre qui est à notre service, mais on fait partie de la nature, et cette nature, on se doit moralement et aussi de manière tout à fait pragmatique de la préserver pour nos activités économiques et pour notre santé. Toutes les solutions que vous trouvez, que vous avez en tête, que vous faites, même les plus petites, il ne faut pas hésiter à les partager. Vous êtes la génération des réseaux sociaux, donc partagez tout ça et essayez de vous comme ça, qu'il y ait une bonne émulation entre tous sur les solutions qu'on trouve.
Très important, essayer de réfléchir à long terme, même si c'est difficile, hein, et pas être prisonnier de ses envies immédiates, dans les actes de consommation en particulier. Essayer de voir à terme et pas immédiatement. Et ça, du coup, ça permet de se libérer aussi de pas mal d'injonctions de la société et de pouvoir être beaucoup plus vertueux et beaucoup plus rationnel, hein, dans nos décisions. Et du coup, être quand même plus épanoui, de se recentrer sur des choses qui nous font nous rendre bien, heureux, et voilà, plutôt que d'avoir des habits qui s'accumulent dans une penderie et qu'on met jamais, voilà, trouver des choses qui nous tiennent à cœur, et consacrer du temps à ça, je sais pas, faire de la musique, s'exprimer dans le cadre culturel, dans le cadre, je sais pas, de loisirs qui seront épanouissants pour vous et pas uniquement pour le compte en banque des sociétés qui produisent ces biens-là. Voilà, donc vous retrouverez ce PowerPoint et le cours tapé dans le dossier que je vous ferai suivre via les liens sur Pronote. Et à la rentrée, donc, on assistera à des cours en classe virtuelle pour faire des exercices d'application autour de ces notions-là. Je vous mets également le planning des devoirs sur table qui auront lieu en mai avec les nombreux jours fériés, donc vous regarderez, hein, vous avez les dates. Il y en a, ce sera plutôt fin mai, hein, pour les devoirs. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée. Prenez soin de vous et soyez prudents.